Bonjour David, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Health Tech in Progress. Et pour commencer cet épisode, pour que les auditeurs te situent un petit peu dans le paysage entrepreneurial, est-ce que tu peux te présenter ton parcours en quelques mots? Bonjour Mériadec, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc mon nom est David Comartin, je suis ingénieur de formation, j'ai fait Télécom Paris, une maîtrise de physique fondamentale avant ça. Je suis dans le secteur de la santé quasiment depuis que je suis né, ou voilà, venant d'une famille de médecins et de professeurs. J'ai fait mon stage de fin d'études chez une toute petite société de medtech à Waukesha dans le Wisconsin qui s'appelle General Electric, Medical System à l'époque, et j'ai adoré la partie innovation technique pour le bien et au service des praticiens dans la santé. Donc c'est comme ça que j'ai commencé dans le domaine en premier stage en 1994. Ça remonte à un certain temps. J'ai fait mon mémoire de fin d'études avec General Electric dans les algorithmes d'innovation dans l'imagerie pédiatrique, dans la cardiologie. Et voilà, après, j'ai pu rejoindre General Electric dans les programmes de formation des managers, puis ensuite je suis rentré comme product manager au niveau support de vente, puis au niveau stratégique, voilà, dans le domaine des scanners. J'ai eu la chance d'habiter aux États-Unis deux fois, dont une fois entre 2001 et 2003, et travailler au sein de la division scanner, qui est sans doute un des plus beaux business jamais créés, grâce à l'argent des Beatles d'ailleurs. Une petite innovation qui a été créée comme ça sous la table, enfin une innovation qui sauve des vies, puisque aujourd'hui le scanner c'est le premier instrument de diagnostic au niveau des urgences et au niveau de temps de trauma. Voilà, et puis après j'ai gravi les échelons et j'ai travaillé dans la cardio et dans l'oncologie et plus principalement à la fin dans la radiologie, et j'ai eu la chance de diriger le business de la mammographie, qui est une invention française, aussi une start-up qui date des années 60, qui a inventé à partir d'un tube Orion X défectueux un système capable d'imager les tissus mous avec beaucoup de résolution, et donc de détecter de façon très précoce le cancer du sein chez les femmes, et donc d'inventer une nouvelle méthode qui s'appelle le dépistage universel du cancer du sein. Et voilà, j'ai dirigé cette petite PME de 400 personnes au total mondialement, avec des équipes des États-Unis à la Chine, avec un siège social qui est en France, puisque ça reste une invention française. Voilà, donc en sortie de General Electric, j'ai fait un petit détour dans le corporate M&A, dans l'énergie, voilà, qui m'a aidé à me rendre sans doute plus performant et plus connaisseur des partenariats stratégiques qu'on peut tisser au niveau mondial. Et puis je suis revenu à mes amours dans la santé en 2014 pour être le directeur général de Terraclion, puisque Terraclion venait d'arriver sur le marché public, une société du portefeuille Truffle, avec une thèse d'investissement pour aller développer le traitement des tumeurs de façon non invasive grâce aux ultrasons thérapeutiques. Ok, bon, on va en reparler justement de Terraclion, on va présenter Terraclion juste après, mais avant ça, pour continuer de bien comprendre un peu qui tu es, la question que je pose à tous mes invités: qui est ton aventurier ou ton aventurière préféré qui peut justement t'inspirer un petit peu dans ton parcours, et qui a pu t'inspirer dans ton parcours? Alors moi j'aime bien le cinéma, j'aime bien les acteurs, ça me fait souvent rêver, ça me permet de penser à autre chose, que ce soit chez moi en famille, avec ma femme et les enfants, ou alors dans les avions quand j'avais l'occasion de voyager en longue distance. Voilà, j'aime beaucoup le personnage d'Indiana Jones à travers Harrison Ford. C'est quelqu'un qui est, je trouve, assez inspirant, qui a du courage, qui n'hésite pas à mettre la tête et les pieds quand il faut, et en même temps qui reste très humain et très attaché à ses valeurs humaines. D'accord, et autrement, plus largement, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? C'est une grosse question un petit peu philosophique, mais elle est toujours intéressante, hein. Non, je pense que je suis assez ancré et assez certain de moi sur ce sujet-là, puisque j'ai eu l'opportunité de quitter le secteur de la santé, et ça a été compliqué pour moi parce que c'était quelque chose qui était pas naturel d'aller travailler dans un autre secteur. Voilà, je pense que je suis euh, très attaché à être un entrepreneur dans le domaine des sciences de la vie, et plus particulièrement dans celui de la medtech, où je travaille donc, comme je te l'ai dit, depuis 1994. C'est un domaine qui est juste extraordinaire, qui combine à la fois les technologies de pointe, euh, un certain degré de complexité dans la durée de vie du produit, hein. Un produit en medtech, en général, il met quasiment 10 ans entre les premiers brevets ou les premiers concepts jusqu'au remboursement. Donc, ce sont des temps de cycle longs. Et on l'a vu au travers de la pandémie, la nécessité que les forces vives de la nation qui sont consacrées à sauver les vies soient équipées dignement et de façon importante.
d'outils pour être plus efficace et anticiper davantage les différentes pathologies. Donc voilà, c'est là où est mon cœur, là où est ma passion depuis très longtemps, et j'ai eu la chance en fait de rapidement l'identifier. D'accord. Ok, bah ça c'est vrai que c'est assez rare quand même d'identifier assez rapidement son parcours, l'endroit vers lequel on veut aller. Et justement, tu viens d'aborder le côté entrepreneurial, que tu as toujours été attiré un petit peu par ce monde-là. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce monde? Qu'est-ce qui t'a attiré de prime abord vers cet univers de l'entrepreneuriat et plus particulièrement donc de l'entrepreneuriat santé? Alors, ce qui m'a toujours attiré dans ce domaine-là, c'est la capacité d'entreprendre. C'est le spirit of innovation. Euh, c'est une petite histoire à raconter qui je trouve assez étonnante. Quand j'étais justement à Waukesha et je travaillais pour le CEO du scanner à l'époque, Peter Arduini, il m'a confié la tâche des applications d'oncologie dans le scanner au niveau marketing stratégique. Et on était très en retard au niveau du plan produit et de l'innovation dans le domaine de l'oncologie. Et les scanners sont absolument nécessaires pour tout ce qui est traitement radiothérapeutique, pour planifier les séances qui vont durer entre 5 et 7 semaines avec 3 à 5 séances par semaine. Et G était incapable d'imager le corps humain en fonction du cycle respiratoire. Et c'est critique parce que pendant le cycle respiratoire, toutes les tumeurs euh, du thorax, de l'abdomen et du pelvis sont susceptibles d'évoluer pendant le cycle respiratoire et donc pendant chaque traitement. Et en fait, avec deux savants du département des sciences avancées de GIS du scanner à l'époque, un qui venait de la cardio, l'autre qui venait de l'oncologie, on a pris un concept qui était utilisé en cardiologie, on l'a décliné sur l'oncologie, juste en changeant la distance couverte, c'est-à-dire qu'on passait d'une couverture de 13 cm à 55 cm avec une dose dont on se fichait pas mal puisque les patients étaient extrêmement malades pour la plupart d'entre eux. Et donc on a inventé le gating respiratoire pour l'imagerie en scanner. Donc on a inventé le 4D. Voilà, j'ai mis tout le monde au pain sec et à l'eau dans une salle pour trouver comment on allait faire. On a fait 2 patients à MGH à Boston avec un prototype clinique à l'époque. On a fait un IRB ultra rapidement sur un 510K sans se soucier de quoi que ce soit. À l'époque, on travaillait de façon assez agile, sans contrainte, même chez G, chose qui n'est plus possible aujourd'hui. Et avec ces deux MPEG, en fait, on a démontré que des tumeurs qui ne devaient pas bouger étaient susceptibles de bouger et réciproquement. Et donc, avec ces deux séquences d'images, en fait, j'ai fait le tour du monde. Je suis allé dans les congrès de physique en oncologie des États-Unis, en Europe et de l'Europe au Japon. Et on a révolutionné à l'époque l'imagerie en oncologie. Et c'était pour moi mes premiers débuts d'entrepreneur, parce qu'il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de brevet. J'ai le patron de la techno chez Digi qui m'a dit mais que j'étais à la fois fou et en même temps génial parce que on avait fait quelque chose mais il y avait rien derrière pour le faire et que j'avais foutu un énorme bordel avec il m'a dit ça en même temps avec beaucoup de reconnaissance et c'était quelqu'un qui était un des pères du scanner multislice. Donc voilà, c'était mon premier découvert dans l'entrepreneuriat, dans la santé et ce jour-là j'ai eu une immense satisfaction en fait. Voilà. D'accord, ouais, donc une forme un peu de révélation par l'action. Donc c'est vrai que c'est un beau parcours. Et on y arrive forcément, c'est un peu le cœur du podcast. On va parler de Terraclion. Est-ce que tu peux nous présenter Terraclion et peut-être justement l'histoire avant Terraclion? Parce que si j'ai bien compris, tu es arrivé en tant que directeur général, ça venait de se lancer. Comment ça s'est passé un petit peu les Alors, débuts de Terraclion je et suis etc. arrivé, Terraclion avait déjà 10 ans. Terraclion aujourd'hui a 17 ans, ça fait 7 ans que j'ai la chance et le privilège d'être son directeur général. Terraclion, en fait, c'est une solution extrêmement disruptive dans son concept, qui consiste à traiter de façon extracorporelle, donc en dehors du bloc opératoire, des personnes atteintes de lésions, donc plutôt tumorales initialement, superficielles, pour la tête et le cou et pour le sein. C'est les deux indications qui étaient développées quand je suis arrivé. Et c'est une technologie que les médecins adorent parce que il n'y a aucun médecin qui n'a pas eu de problème en opérant un malade. Et souvent, notamment, c'était le but initial, lorsqu'on a un cancer de la tête et du cou, il y a un seul geste thérapeutique chirurgical qui est possible, et les récurrences sont nombreuses et souvent inopérables. Et donc, c'est sur cette thèse d'ultime recours que Terraclion a été développé. Malheureusement, initialement, seulement dans les indications non cancéreuses, faute de moyens. Et donc, on a dû trouver des solutions en 2014 avec un financement qui avait été fait un peu ric-et-rac avec une mise sur le marché beaucoup trop précoce sur deux indications de la tête et du cou et des tête et cou et sein
qui n'étaient pas validées dans le point de vue de l'oncologie. Et donc l'enjeu pour moi quand je suis arrivé dans Terraclion, c'était de prendre ce joyau de technologie, de continuer à le développer et de trouver un ou des marchés susceptibles de valoriser l'investissement technologique qui lui est cher, complexe, puisqu'il fait appel à la fois à des connaissances de physique et d'électronique extrêmement pointues. Chez Terraclion, on a un tiers de docteurs en échographie, en mathématiques, en électronique, enfin des gens extrêmement forts issus des grandes universités françaises et qui doivent mettre au point la technologie sur la base d'essais précliniques ex vivo et in vivo. Donc c'est des temps de cycle compliqués. Mais une technologie absolument incroyable, capable de faire des choses que les bistouris ne sont pas capables de faire, et surtout capable de faire en fait, de transformer ce que la chirurgie robotique a apporté à la chirurgie classique, c'est-à-dire d'avoir un geste robotisé, guidé par l'imagerie en temps réel, plus précis qu'un médecin, puisque systématiquement reproductible, et aussi et surtout grâce à l'imagerie, étant capable de caractériser l'impact du traitement, puisqu'en fait on est capable d'imager l'avant, l'après et le pendant, et de le corréler en fonction du résultat clinique. Et donc cette capacité à digitaliser le geste thérapeutique, qui est extracorporel, est sans doute ce qui va faire décoller Terraclion bien plus haut que ce que ça n'est aujourd'hui, en ajoutant une composante d'intelligence artificielle à la technologie qui a été développée depuis 17 ans maintenant. D'accord, donc il y a plusieurs briques. Il y a une brique techno, une brique diagnostic. Est-ce qu'il y a une brique traitement aussi chez Terraclion? Oui, tout à fait. Les ultrasons thérapeutiques, ce sont des ultrasons de très haute intensité qui sont environ 1000 fois plus énergétiques qu'une ultrason de diagnostic. Et Terraclion a développé sa propre technologie, à la fois au niveau du générateur, qui est capable d'amplifier 1000 fois en quelques millisecondes le signal et de délivrer plus de 1000 watts en instantané, de façon à traiter le plus rapidement possible les lésions superficielles. Donc, c'est une technologie propriétaire de Terraclion qui a conçu ce générateur et qui l'a mis au point pendant le Covid. Ça n'a pas été simple. D'accord, pendant le Avec Covid, vous avez lancé cette techno-là. Alors, c'est une techno qui date de plus de 5 ans de développement, qui a mis beaucoup de temps à atterrir, mais qui a eu la chance de pouvoir faire ses premiers patients juste avant le confinement pour démontrer sa capacité à traiter sans anesthésie, avec des temps de cycle 5 fois à 3 fois plus rapides que ce qui existait avant. Et donc, pendant le Covid, on l'a industrialisé avec toutes les difficultés qu'on a eues, notamment liées à la pénurie dans l'industrie électronique liée à la pandémie. Mais c'est fait aujourd'hui et ces systèmes-là sont en cours de dispatch vers nos derniers sites, puisque voilà, on a traité à Lille, on a traité en Espagne, on a traité en Autriche et depuis hier, on a même traité en Italie avec notre dernière version industrielle. D'accord, donc on est en plein dans l'actualité de Terraclion. Une grosse question que je me pose plutôt sur le côté management. Comment tu fais pour gérer justement ces trois briques techno de front? Est-ce que tu arrives à te diviser? Comment tu fais justement pour aussi orienter tes équipes pour qu'elles aillent toutes dans la même direction, mais finalement sur trois branches différentes? En fait, quand j'étais chez General Electric, j'ai eu la chance de faire partie des premiers patrons de business qui ont été formés au modèle Toyota, que Omar Ishrak avait souhaité faire développer pour former les patrons de business à développer, à être des product leaders. Et donc, dans l'aspect business du terme, c'est-à-dire de comprendre quels étaient les sous-ensembles et l'innovation dans chacun des sous-ensembles et de les faire atterrir pour un segment donné à un temps donné. Et donc cette capacité de compréhension de la technologie et de les développer, c'est quelque chose que j'ai fait depuis tout le temps en fait, depuis 2005, 2007. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire à Terraclion, c'est-à-dire que chacun des personnes, que ce soit en recherche fondamentale ou en développement ou en clinique, peut donner son input sur quelles évolutions à faire sur la base d'un produit donné par rapport à une indication ou une demande d'évolution d'une autre indication. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est réduire les risques au maximum dans des évolutions technologiques, ce qui a été fait par exemple sur ce générateur. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. On a fait les premiers essais cliniques en 2020 et c'est seulement maintenant, en fin 2021, qu'on est capable d'avoir un produit industrialisable, c'est-à-dire qu'on sait faire en grande échelle de façon reproductible, de qualité, alors qu'avant, on a travaillé avec des prototypes pendant 2 ans, ce qui est parfaitement normal. Donc, cette espèce de compréhension, c'est cette capacité de compréhension de quels sont les enjeux technologiques de sous-ensemble, quels sont éventuellement ces bénéfices attendus. Des fois, il faut anticiper, ou on n'a pas tout. Alors, c'est un peu souvent une problématique par rapport notamment aux investisseurs au board qui disent mais exactement qu'est-ce que ça venait dans le business plan. Des fois on sait, mais des fois on sait pas. Et donc il faut avoir une certaine partie d'expertise pour comprendre qu'est-ce qui est important pour nos clients. Donc le dialogue avec les clients, le dialogue avec les partenaires industriels qui vont faire vos blocs technologiques et vos équipes qui vont les coordonner est essentiel. Et c'est ce dialogue en permanence
que nous faisons à Terraclion de façon, voilà, c'est toutes les 2 semaines, on se pose sur la table et segment par segment, on revoit les progrès, les avancements. Même toi, tu restes au contact avec les clients ou le fait quand même de voir la boîte évoluer, est-ce que ça te déconnecte pas automatiquement de la base client? Non, c'est les clients, c'est l'essentiel de pourquoi on est là. Un jour, on m'a posé la question, est-ce que je suis quelqu'un de la technique, quelqu'un des ventes ou quelqu'un du marketing? Je pense que je suis les tout à la fois. C'est cette force-là qui fait justement d'être capable d'engager et de faire se parler les techniciens, les gens du marketing et les gens des ventes pour déterminer quel changement ou quel ajustement faire. Voilà, c'est du soft parce que bien sûr, il faut laisser les équipes décider ou proposer par eux-mêmes, mais de temps en temps, il faut savoir décider et trancher. Et c'est ce que c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je pense que je fais pas trop mal. On arrive là avec la dernière version industrielle. Dans 3 mois, on va être capable d'avoir un nouvel imageur qui va révolutionner encore plus notre système puisque on va intégrer l'imageur de Supersonic, qui est un des meilleurs imageurs ultrasons au monde. Et comment ça va transformer les pratiques dans chez nos clients, chez les veines. C'est très difficile à dire. Moi, je peux vous dire que c'est tellement simple d'avoir un système où on voit beaucoup mieux que quand on voit pas très bien. Voilà. Après, le quantifier, bah, peut-être que ça va apporter 30% de productivité, donc 30% de chiffre d'affaires en plus, peut-être que 10, peut-être 50. C'est très difficile à dire. Il faut expérimenter et il faut avoir la certitude absolue que c'est la bonne direction. C'est vrai que c'est un peu le côté d'entrepreneur, toujours expérimenter et puis espérer le meilleur, on va dire ça comme ça. Et en parlant d'espérance, enfin le mot est peut-être pas le mieux choisi, mais en parlant des défis actuels ou des défis à venir, une petite question à choix multiples. Quel est pour toi le plus gros défi entre le financement, la technologie et le recrutement? Si tu devais choisir un seul. Aujourd'hui, pour Terraclion, Oui, pour Terraclion, aujourd'hui, oui. c'est trouver les bons relais de finance. Puisque en fait, on est à l'aube d'une technologie qui est peut-être équivalente à ce que la chirurgie robotisée a apporté dans les 10 dernières années. Et donc la question, c'est quels sont les partenaires stratégiques, financiers, pour pouvoir propulser Terraclion comme l'intuitive imaging du 21e siècle, en fait. C'est ça la question. Aujourd'hui, on sait, puisqu'on a fait appel à des cabinets extérieurs de conseil, que notre technologie est capable d'adresser et de créer un marché de plus d'1 milliard. Et donc, la capacité à devenir cette licorne dans le traitement robotisé imagé, c'est avant tout, peut-on trouver les relais de croissance financiers qui vont nous permettre de recruter les bonnes personnes, qui vont nous permettre de continuer à développer la technologie et de la rendre plus simple, plus fiable et moins chère. C'est toujours c'est la même chose. On a eu la chance il y a 3 ans de discuter et de rencontrer Bernard Sabrier et l'équipe d'Unigestion, qui nous manquait cruellement. C'est-à-dire qu'on avait développé une technologie remarquable depuis plus de 15 ans. On avait commencé nos premiers pas dans les varices avec les leaders les plus inspirants de la communauté de la phlébologie qui attendaient cette technologie-là depuis des années. C'est-à-dire qu'ils voulaient une technique thermique, mais non invasive et extracorporelle. Ben, c'est exactement ce qu'on fait. Alors, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on est capable d'apporter un truc supplémentaire, c'est la data, mais c'est en cours d'être amené. Et donc, ce qui nous manquait, si vous voulez, c'est la connaissance de comment développer l'aspect financier de ça. Et je pense qu'avec Bernard et l'équipe d'Unigestion, on a trouvé les bons partenaires et les gens qui ont cru en nous. Et j'ai toujours posé la question, mais pourquoi vous avez cru en nous? Parce que voilà, vous gérez 26 milliards et Terraclion, c'est si petit. Et la réponse de Bernard Sabrier, c'était bah, je crois en votre technologie, je crois en ce que vous êtes en train de développer comme indication et je crois en l'équipe. D'accord. Et Et donc, voilà. si on fait justement un exercice de projection et on s'imagine Terraclion étant une licorne, si tu avais réussi à lever, ce qui va se passer dans le futur, j'en suis persuadé, si tu arrives à lever 100 millions d'euros, comment tu utilises ces 100 millions d'euros pour développer Terraclion aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais, la première action? Bon, aujourd'hui, notre priorité, c'est un peu comme au rugby. Il faut gagner les ballons en touche et en conquête et en mêlée pour continuer à avancer. Et notre conquête et notre mêlée chez Terraclion, c'est le marché des varices et c'est le marché des varices en Europe. Il faut continuer à faire en sorte que les 2 briques technologiques que nous avons développées pendant le Covid puissent nous permettre de développer l'embryon d'un business en Europe, ce qui était impossible puisque nos clients ont eu l'interdiction d'opérer et de pratiquer, sauf en cas d'urgence, ce qui n'est pas du tout notre indication. Pendant 2 ans, ils ont fait du stop and go, ça a été extrêmement pénible. Là, j'espère que la vaccination et notre système complètement industrialisé va nous permettre
d'avoir chaque site équipé d'un système. Hein. On a tourné avec 2 systèmes sur 7 sites pendant 2 ans, c'est compliqué quand même à gérer pour des opérations, outre le Covid. Et donc là, chacun des sites va être équipé d'un système de dernière génération. On est en train d'accumuler des données pour nourrir nos algorithmes d'intelligence artificielle, et donc ça doit déboucher sur l'embryon d'un business d'ici 12 à 18 mois. C'est notre priorité numéro 1. La deuxième priorité pour ces 100 millions, et c'est à peu près 20 millions sur les varices, hein, donc pour faire ce business-là, et deuxièmement, pour adresser le marché américain. Le marché américain est 5 fois plus gros que le marché européen. On a eu l'autorisation de l'AFDA de faire ce premier essai clinique qui doit commencer en janvier ou en février. On a la chance de travailler avec sans doute parmi les 3 meilleurs chirurgiens vasculaires aux États-Unis, dans la région de New York et à New Jersey. Voilà, si cet essai est transformant, je pense que tous les partenaires potentiels américains, que ce soit des stratégiques ou financiers, ne pourront pas nous ignorer, voire même ils nous enverront certainement des patients à Inglewood Center. Et donc voilà, ça c'est notre priorité 0, on va dire. Ok, bah, hyper intéressant de voir ça. Et oui, t'allais peut-être Après, mettre encore une autre échelle. je pense que Terraclion aujourd'hui, avant d'être une solution prouvée dans les veines, c'est d'abord une technologie merveilleuse et incroyable. Et donc, cette technologie qu'on a développée dans les veines, on le sait, elle a un potentiel immense dans l'immuno-oncologie et plus particulièrement dans le cancer du sein. Aujourd'hui, on est les seuls fabricants d'ultrasons focalisés qui sont en passe de passer en phase 1B ou en phase 2 sur des essais d'immuno-oncologie. On a eu un certain succès avec une phase 1 à l'Université de Virginie pour traiter les femmes en échec thérapeutique pour des stades très avancés, stade 4, où on a pu se démontrer à nous-mêmes qu'on arrivait à augmenter la réponse immunitaire et donc de quelque part de permettre aux molécules d'immuno-oncologie de jouer un certain rôle qui ne fonctionnait pas dans le cancer du sein jusqu'à maintenant. Et donc là, on est en passe de commencer un essai de phase 2 grâce à la nouvelle technologie justement développée dans les veines pour traiter cette fois-ci des stades précoces, donc des stades 1, 2 et 3 pour des cancers invasifs, toujours en essai combinatoire avec de la chimio ou de l'immuno-oncologie. Et c'est sûr que là, Terraclion change de dimension parce que les varices, c'est une pathologie très courante, mais ça reste une pathologie chronique. Et le virage qu'on a fait dans les varices, c'était vraiment un virage, je dirais, pragmatique pour être capable de valoriser et de trouver des relais de croissance financiers pour continuer à développer notre technologie. Mais jamais on a voulu abandonner l'oncologie du sein ou de la tête et du cou. Et donc maintenant, on est en position de trouver d'autres partenaires grâce à cette technologie pour voilà, peut-être créer un petit frère, une petite sœur ou même un très grand frère ou une très grande sœur qui soit une société dans l'immuno-onco aux États-Unis avec notre technologie, puisque le partage de la technologie doit être totalement dans les deux sens, dans toutes les entités qui pourront être créées par le futur. Voilà. Donc, je sais que nos KOL aux États-Unis, le Dr Brennan et le Dr Dillon croient fermement à cette technologie-là. On leur a vendu notre technologie, hein, donc c'est qu'ils y croient. Et je suis convaincu personnellement que cet essai va pouvoir être mené à bien. Après, encore une fois, c'est trouver les bons partenaires. Parce que Heraclion, voilà, moi je suis pas un CEO américain, je suis pas de la pharma, et il va falloir trouver les bonnes personnes et les bons financements pour développer cette technologie et voilà, trouver une solution dans le cancer du sein, qui est pour le coup quelque chose que je connais très bien, puisque c'était ce que je faisais chez General Electric pendant pratiquement 10 ans. D'accord. Bah, c'est très intéressant que tu abordes l'écosystème américain. On va justement en parler juste dans la partie après, justement sur les startups, les belles entreprises françaises qui peuvent partir et être tentées par les appels américains. Mais juste avant de t'emmener sur cette partie-là, une dernière question. Est-ce que Terraclion, aujourd'hui, ça ressemble à à quoi tu avais en tête quand tu es arrivé chez eux, donc il y a 7 ans, c'est ça, en 2016 Alors, 2014, excuse-moi. Non, pas du tout. Et en fait, je me suis jamais posé la question de comment devait être Terraclion dans 7 ans. Je pensais peut-être que ça serait plus simple et que ça prendrait moins de temps, en toute franchise. C'est le défaut d'un CEO optimiste et qui veut toujours aller de l'avant. C'est qu'on a peut-être une échelle du temps un peu plus courte que ce qui arrive dans la vraie vie. En tout cas, j'ai souvent fait cette expérience, y compris chez General Electric, en développant d'autres innovations. Ce que moi je vois et ce que j'arrive à vendre, souvent met plus de temps à se passer. Parce que C'est souvent le cas en entrepreneuriat. voilà, l'adoption de l'angiomammographie, ça a mis 15 ans et pas 5 comme je le pensais. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ça reste une modalité qui est utilisée dans tous les centres aux États-Unis et je sais qui a développé cette technologie depuis
depuis son développement. Donc, je pense que pour Terraclion, c'est un peu la même chose, c'est que on fait appel à la fois à notre connaissance rationnelle et à notre intuition pour positionner une solution dans l'écosystème et dans l'environnement. Et il y a à la fois de la rationalité, mais il y a aussi de l'intuition et de l'irrationalité. C'est notre intuition. Et voilà, souvent mon intuition m'a bien guidé. Et c'est vrai que je suis assez surpris et positivement surpris de voir que on a positionné cette technologie pour faire à la fois de l'oncologie et de la phlébologie. Et j'ai l'absolue certitude que ce seront des systèmes de référence dans l'une et dans l'autre. Après, il y aura peut-être d'autres choses que je ne connais pas, qu'on va peut-être découvrir peut-être dans l'oncologie en changeant de traitement superficiel à un peu moins superficiel, plutôt digestif, ou d'aller dans la neuro, par exemple. Mais sur ces deux indications d'onco qu'on connaît aujourd'hui et sur la phlébo, on a traité suffisamment de patients et on a eu suffisamment de miracles alors que le produit n'était pas prêt du tout dans nos essais cliniques pour avoir la certitude d'avoir de l'or dans nos mains. Ok, bah complètement. C'est vrai que c'est toujours une question intéressante à poser. Et c'est intéressant de voir justement que t'as pas fait, que ça sert à rien en fait de se projeter parce que ça change tellement vite qu'on peut pas anticiper forcément ce qui va se passer. Il faut juste être ouvert au meilleur, si on peut dire ça comme ça. Je vais t'emmener maintenant donc sur cette fameuse partie sur l'écosystème medtech français. Et une première grosse question, mais les deux pieds dans le plat. Qu'est-ce qui te plaît pas dans l'écosystème medtech français? Est-ce que tu as un coup de gueule à passer? Bah, je pense que la France a un potentiel gigantesque dans la medtech qui est absolument pas réalisé. Donc c'est assez frustrant. C'est-à-dire que dans la medtech, il y a plus de 1000 sociétés qui font des dispositifs médicaux et qui ont souvent cette particularité d'avoir des gens qui adorent la technique et adorent la santé, qui sont soit des médecins qui aiment la technique ou des gens comme de la technique qui aiment la médecine. Et l'écosystème travaille très très bien ensemble dans tous ses tenants et ses aboutissants et ses professions. Et donc il y a un foison de nouvelles idées, il y a des trucs absolument dingues qui sont créés en France depuis des années. Il y a beaucoup de financement dans l'amorçage. Il y a un support incroyable des institutions comme la BPI qui fait un travail pour le big, par exemple. Quand on écoute Nicolas Dufour, on a tous envie de devenir primo-entrepreneur. C'est pas possible autrement. Et il y a beaucoup de vocations qui se créent. Le parcours du combattant, en fait, dans la medtech, c'est la traversée du désert entre le marquage CE qui jusqu'à maintenant était facile à obtenir, bon, qui va devenir un peu plus compliqué, mais pas tant que ça, je pense, sauf pour les dispositifs implantables et implantables actifs, mais c'est pas la majorité d'entre eux. La difficulté, c'est d'aller créer un marché. Et en France, faute de financement au-delà du marquage CE et faute d'accès de remboursement, on n'est pas capable d'avoir un marché en France où c'est très très rare. Et donc cette incapacité à se développer commercialement après le marquage CE, cette difficulté qui est beaucoup plus grande que nos voisins allemands, qui sont respectivement le leader en Suisse et le numéro 3 en Allemagne de l'innovation dans la santé dans le monde, fait que en fait, toute notre petite pousse, ben, soit elle meurt, soit elles sont achetées à vil prix par les Américains ou par les Chinois. Alors ça, c'est un vrai coup de gueule, c'est un thème récurrent depuis des années dont je me fais l'écho, mais pas seulement moi, hein, c'est aussi ce que disent à France Biotech les différentes personnes, MedTech in France, au SNITEM, on dit un peu tous la même chose. Et donc, ça ne favorise pas l'éclosion de géants ou de licornes dans le domaine de la MedTech. Ça peut arriver dans la pharma, parce que dans la pharma, il y a un écosystème plus mature, il y a des sources de financement et à travers des ATU qui rendent possible la commercialisation de sociétés précoces. Hein, je pense à Nanobiotics, par exemple. Voilà, mais dans la MedTech, il n'y a pas d'acteurs français majeurs capables de rivaliser avec les Américains. Vous avez des acteurs intermédiaires, vous avez des gros acteurs comme Urgo ou comme Guerbet, mais qui sont pas des poids lourds dans la medtech. Enfin, c'est pas Siemens, c'est pas Philips. Et donc, pour parler vulgairement, on galère en fait à développer notre écosystème là-dessus. Alors, c'est quelque chose que l'administration a compris, mais récemment. C'est-à-dire que seulement depuis le début de cette année, on a notre accès précoce pour les dispositifs médicaux qui souffrent peut-être d'une crainte ou de savoir comment ça va se passer, et on n'a pas de fonds d'investissement qui sont capables de répondre à cette problématique de je peux gagner de l'argent, c'est-à-dire que je suis marqué CE à je gagne de l'argent. Les fonds Tibi qui ont été créés, dans leur immense majorité, ne font que du EBITDA positif. Et donc, quand vous n'avez pas de marché, c'est très difficile d'arriver à l'EBITDA positif parce que souvent, les technologies du dispositif médical,
elles prennent du temps à développer la technique. Deux, pour avoir des remboursements, il faut faire des essais médico-économiques et ça coûte cher. Ça coûte en général aussi cher après le marquage CE qu'avant le marquage CE. Et souvent, nous, les entrepreneurs, on le sous-estime. Et donc, ça dévalorise la création qui s'est faite par les entrepreneurs. Et vous avez des sociétés, on peut regarder Supersonic, qui est notre partenaire aujourd'hui dans l'imagerie, a été racheté moins de 100 millions de dollars par un géant américain qui s'appelle Hologic, alors qu'il a été investi, je sais pas, 2, 3 ou 400 millions d'euros depuis la nuit des temps, quoi. Et donc, c'est frustrant parce que c'est une histoire qui se répète. Vous avez d'autres entrepreneurs qui sont plus successful, comme Bertin Naum avec MedTech, mais ça a été racheté par des Américains. Mais c'est ce qu'on disait un petit peu en pré-appel, c'est que finalement, les financements publics français d'amorçage vont financer l'innovation aux États-Unis parce que ces boîtes-là se font racheter ensuite pour une bouchée de pain et sont même peut-être tentées d'aller directement aux États-Unis. Tout à fait. Alors, c'est pour ça, les MDR ne nous aident pas. C'est-à-dire que pour certains dispositifs, c'est tellement compliqué de développer l'accès au marché qu'ils se disent, finalement, avec un fast track américain, ça va être aussi simple et j'aurai un remboursement associé à ça parce que je suis en fast track. Donc, il faut pas être dupe. Même si l'administration, depuis quelques années, a vraiment compris ce cri d'alarme, que ce soit au ministère, à la HAS, au niveau du cabinet du Premier ministre ou du président de la République, tout le monde a pris conscience de ce gâchis ou de cette immense opportunité pour le voir positivement. Néanmoins, voilà, personne n'est Dieu, personne n'est capable de faire un monde nouveau en 7 jours. Et donc, ça va prendre au moins 7 ans d'avoir un écosystème beaucoup plus mature. Et je vais dire tout simplement au niveau de la maturité de ce que sont nos voisins, l'Allemagne ou la Suisse. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin pour avoir un système plus innovant. D'accord. Est-ce que justement, intéressant que tu abordes l'Allemagne et la Suisse, c'est vrai qu'on parle souvent des États-Unis, mais est-ce que cette situation où des boîtes françaises pourraient être tentées d'aller juste sur le marché allemand ou sur le marché suisse pour éviter la France? Ça arrive aussi ou pas? Alors nous, c'est ce qu'on a fait, hein, Terraclion, quand on a développé le marché de la thyroïde, c'était un marché essentiellement allemand. On avait plus de 20 systèmes installés, on avait du remboursement sur place, on a une équipe, on dirait 50% du business développement chez Terraclion est allemand ou avec un DNA allemand. Oui, c'est possible, mais c'est pas pratique. C'est-à-dire que la France reste quand même un marché majeur en Europe. Pour ce qui est de la phlébologie, alors je sais l'expliquer maintenant, on le doit à Napoléon, mais la phlébologie, c'est le plus gros marché, c'est la France. C'est historique, c'est une petite histoire assez rigolote, si vous voulez, je vous la raconte. Allons-y, on est toujours friand des belles histoires de storytelling. En fait, pendant les guerres napoléoniennes, Napoléon avait cette tactique et cette stratégie de concentrer ses troupes et de les mouvoir à peu près 2 fois plus rapidement que les autres. Et donc, il forçait ses fantassins à marcher à 120 pas minutes par rapport à 60 à 80 pas minutes aux autres armées prussiennes et autrichiennes. Et donc, il faisait une sélection naturelle pour ceux qui étaient capables de marcher aussi vite longtemps. Et donc, il mettait ses soldats tout habillés debout pendant 3 heures pour voir s'ils avaient souffert d'insuffisance chronique veineuse. Et donc, il ne mettait au front que des gens qui ne souffraient pas d'insuffisance chronique veineuse. D'où le « t'as de la veine », parce que t'as de la veine, parce que tu as des veines, et donc tu vas pas au front et tu vas pas te faire tuer rapidement. Alors, cette sélection naturelle a eu quand même une incidence, c'est que une grande partie de la jeunesse française qui n'avait pas de problème veineux est mort au front pendant les guerres napoléoniennes. Et du coup, les autres qui ont fait plein de bébés par la suite ont envoyé leur gène d'insuffisance chronique veineuse dans les générations à venir. Et donc, comme l'insuffisance chronique veineuse est avant tout liée à des problèmes de génétique, enfin d'historique chez ses parents, la prévalence en France est plus importante que dans tous les autres marchés au monde. Et donc la France, qui a, je sais pas moi, 20 millions de moins d'habitants que l'Allemagne, a un nombre de chirurgies tout à fait équivalent, parce que c'est rarement le cas dans les autres pathologies. Voilà. Ok, donc, hyper intéressant comme histoire, je savais pas, mais c'est vrai que c'est drôle, ça explique des choses. Hyper intéressant, et donc si on revient justement sur ces défis-là, un petit peu de financement, etc., bon, c'est une question que je pense qu'elle fait un peu écho à celle que j'ai dit tout à l'heure, mais quels sont les autres freins, les autres barrières que tu identifies, surtout au niveau de l'industrialisation? Pas tant d'un point de vue peut-être financement, mais peut-être plus derrière, peut-être plus du côté techno, du côté usine. Alors, en termes d'industrialisation, quand on est une start-up, on n'a pas tellement le choix que d'aller vers son pays ou les pays voisins comme la Suisse et l'Allemagne, parce qu'aller loin, c'est très compliqué et c'est très cher. Quand on développe une innovation, vous mettez au point votre produit, et donc l'industrialisation, c'est très difficile de la faire à distance.
Néanmoins, lorsque vous êtes dans une logique de cash flow positif, dès que vous atteignez l'EBITDA positif, votre outil industriel et votre outil en termes de coût, qu'est-ce que ça vous coûte en cash, et là ça devient critique. Et il faut pas avoir peur de le dire, et c'est ce qu'on a dit au pouvoir public dans la réflexion de comment réindustrialiser la France. C'est-à-dire, si vous voulez réindustrialiser la France, il faut être capable de défiscaliser l'outil industriel, comme on le fait sur le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, c'est le truc qui permet depuis des générations de gouvernements de protéger l'innovation, la recherche, les écoles d'ingénieurs, les doctorants en France. Si on veut protéger l'outil industriel, il va quand même falloir dire les choses clairement. C'est que le coût du travail aujourd'hui industriel en France, il est prohibitif dans des grandes échelles. C'est pas possible. Enfin, le plus gros exemple, c'est dans la pandémie. On a vu que nos médecins n'avaient ni masque ni respirateur. Pourquoi? Parce qu'on a baissé les remboursements et que les usines comme 3M ont délocalisé leurs usines en dehors de la France. C'est juste aussi simple que ça. Et les respirateurs, pareil. Donc après, pendant des pandémies, on fait des chèques avec 6 € au niveau des ministères pour réindustrialiser la France. Sauf que l'industrie de la santé, ce sont des cycles longs. Rien ne se fait en moins de 5 ou 7 ans. Rien. C'est pas possible. Donc je pense que le gouvernement actuel l'avait bien compris. Là maintenant, ils l'ont tellement bien compris qu'ils l'opèrent. Et donc tout le monde sait que l'industrialisation de la France dans la santé, c'est une priorité nationale. À cause de ça. Mais il va falloir trouver des leviers financiers pour se regarder et se dire les choses en face. C'est-à-dire que le coût du travail pour l'outil de production, eh ben, il faut le rendre compétitif. Mais comment le rend compétitif? C'est-à-dire quand, je sais pas, c'est vrai que c'est un peu pour moi, je suis un peu novice sur ces sujets-là. C'est quoi? C'est en mettant plus de machines et donc du coup en baissant le coût humain? C'est comment ça se passe concrètement? Moi, je suis pas avocat ou financier fiscaliste. Je suis un entrepreneur plutôt technique, médical, etc. Donc, les propositions qu'on avait faites, c'était de dire, bah, faisons comme sur le crédit impôt recherche, c'est-à-dire défiscalisons ou faisons un crédit d'impôt sur les coûts qui sont liés à l'industrialisation, c'est-à-dire quand vous faites une nouvelle innovation, un design transfert, vous avez des coûts importants pour transférer le dossier technique en un dossier industriel. Bah, peut-être que ces coûts-là, s'ils sont en France ou en Union européenne, on pourrait les défiscaliser. Ça rendrait déjà l'innovation et les nouveaux produits de façon beaucoup plus certaine de les garder en France. Et on peut mettre des garanties, par exemple, pour les garder 5 ans au moins ou 10 ans en production en France. Ça permettrait déjà d'inciter à garder l'innovation en France lorsque vous en êtes à votre deuxième ou troisième itération d'un produit qui est défini. Et c'est voilà. Après, je pense que le message est connu sur ce domaine-là. Il est sûr que dans le cas de pandémie ou dans le cas d'utilisation à plein des forces de la santé, on peut pas concevoir d'avoir des médecins ou des praticiens qui sont équipés comme le 150e pays dans le monde, quoi. Et aujourd'hui, quand vous voyagez un petit peu, ben vous vous apercevez que hormis certains domaines précis, comme en cardio, en onco, mais la France est loin derrière d'autres pays en termes d'offres de soins. Et c'est un message qui ne plaît pas, mais qui est une absolue réalité. Et si vous n'en êtes pas convaincu, prenez donc l'opportunité des voyages, allez en Thaïlande, allez au Japon, allez dans certains hôpitaux en Chine, et vous verrez la qualité de l'offre des soins qui est faite. Et le piédestal de la médecine française, bah, c'est l'histoire, c'est plus la réalité. Et, et l'équipement des personnels hospitaliers est critique. Enfin, moi, je l'ai bien vu. Mon fils est en 6e année de médecine. J'ai vu à quel point ces étudiants qui ont été en première ligne pendant la pandémie, on l'a pas souvent dit. On a parlé des infirmiers, on a parlé des médecins, mais on a oublié de mentionner le travail qu'ont fait les étudiants en médecine. Bah, ils n'avaient pas assez de tenue pour être pendant les Covid, la plupart d'entre eux. Et voilà, le nombre d'outils qui ont été développés par les uns, par les autres, que je parle d'outils notamment informatiques, bon, bah, on a un chantier, quoi. Hein. On en a pour quelques années et quelques présidences. Je pense que ça va prendre plus que 5 ans à restaurer. Il ne faut pas jeter la pierre à tel ou tel gouvernement, ça sert à rien. Ça fait 40 ans qu'on a une politique industrielle en santé qui date du 19e siècle. Bon, bah, là, on en a pris conscience, c'est bien. Retroussons nos manches et co-construisons ensemble avec l'administration, qui sont aussi, eux, passionnés de faire de la France un leader dans l'innovation. Tout le monde en a pris conscience. Faisons-le. Faisons-le. Et juste arrêtons les débats d'ego des uns des autres et travaillons avec les différentes associations. Et c'est pour ça que je pense qu'une association comme France Biotech aujourd'hui a réussi à fédérer beaucoup des corps de métier. Et il faut continuer, puisque la médecine de demain, c'est pas que de la pharma, c'est pas que de la medtech, c'est pas que de la e-santé, c'est tout à la fois.
En effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges et tu as répondu justement, c'était une question un peu double, tu as répondu justement à des pistes qui pourraient nous permettre d'améliorer, notamment sur ce penchant industrialisation. Et pour finir, parce qu'évidemment le temps du podcast il est toujours limité, c'est toujours frustrant parce que c'est des domaines sur lesquels on peut parler pendant des heures et surtout sur l'écosystème, je vais te poser deux, trois petites questions plutôt sur ton parcours. Et une grosse question, est-ce que tu as un regret depuis que tu as pris les rênes de Terraclion? Est-ce que tu as un regret, quelque chose que tu aimerais changer, que tu changerais si tu pouvais? En fait, depuis que j'ai repris Terraclion, j'ai toujours parlé de la chirurgie extracorporelle comme la chirurgie 3.0. La première chirurgie, c'est celle du scalpel. La deuxième, c'est celle de la chirurgie robotisée. Et la troisième, c'est celle qu'on propose, c'est-à-dire des ultrasons thérapeutiques guidés par un robot, guidés par l'imagerie. Et en fait, ce que j'ai pas vu tout de suite, c'est la capacité de notre système à accumuler des données. Et donc, si j'avais vu ce truc-là qu'on a fait maintenant depuis 1 an et demi, plus tôt, je pense qu'on aurait cessé de vouloir commercialiser trop tôt et on aurait accumulé des données en imagerie, des données de patients hétérogènes et on les aurait plus rapidement mis dans des algorithmes d'intelligence artificielle qui maintenant, avec les algorithmes hybrides, sont capables de donner des résultats assez détonnants à partir de 100 ou 200 patients. Je pense que c'est vraiment cette dernière pierre angulaire. Voilà, si j'ai un regret, c'est ça aujourd'hui. Mince. En fait, je le savais, mais j'arrivais pas à l'articuler. Et voilà, on a eu la chance d'avoir un nouveau membre du board qui vient de la pharma, justement pour le coup, qui nous a éclairé les yeux et qui a dit, mais non, David, c'est juste. Et en fait, c'était tellement vrai que voilà, maintenant, c'est devenu notre priorité de recherche numéro 1. D'accord, bah donc l'autre question, et bon, pour faire briller un peu plus tes yeux, quelle est donc ta plus grande fierté depuis que tu es arrivé chez Terraclion? Euh, je pense que depuis 2017, qu'on traite l'insuffisance chronique veineuse en essai clinique, on a commencé vraiment, excusez-moi de l'expression, avec la bite et le couteau, quoi. On a traité avec un système qui était fait pour le fibroadénome du sein et on n'avait pas d'argent pour développer, pour faire autre chose. Et malgré ça, grâce à la qualité du praticien, Alfred Obermeier en Autriche, grâce à la qualité de nos équipes, Michel Nuttard, Jérémy Anquez, pour ne citer qu'eux, euh, et toutes leurs équipes derrière, bien sûr, on a réussi à traiter des cas inguérissables pour la médecine. Parce que quand vous faites un premier essai clinique, en général, vous avez les trucs les plus impossibles à guérir. Et c'est cette capacité je dirais, et cette fierté de voir dans les yeux du praticien, dans l'émotion du patient qui a été traité, cette fierté-là, on l'a acquise pour jamais. Ok, c'est vrai Et, que et, ça et doit être ça, quelque je chose, pense hein. que on a plusieurs histoires comme ça, de gens qui étaient en insuffisance chronique veineuse depuis des années, avec un historique de traitement pas possible, qui avait essayé toutes les méthodes, qui en pouvaient plus. Et on les a traités, ils se sont levés de la table et ils se sont mis à marcher comme avant. Et ça a l'air stupide comme ça, mais je peux vous dire que pour avoir une épouse qui souffre d'insuffisance chronique veineuse depuis des années, ben c'est quand même une vraie douleur et c'est quand même un vrai handicap. Et certes, on va pas mourir de ça tout de suite. Néanmoins, être capable de faire des choses que les autres sont pas capables de faire, ça donne une grande satisfaction. Et j'espère que demain, on sera capable de dire la même chose dans le cancer du sein. C'est vrai que c'est incroyable, c'est une phrase que j'utilise souvent sur le podcast, mais c'est un peu le rêve ultime de l'entrepreneur health tech, c'est d'arriver au bout, de faire le chemin entier et puis de pouvoir se confronter au patient et de voir vraiment que son innovation, elle a changé quelque chose dans la vie du patient. C'est vraiment assez incroyable à voir. Deux autres petites questions pour terminer. Une question un peu drôle, si tu devais relancer une boîte aujourd'hui, quelle boîte tu lancerais? Soit une boîte existante, donc de l'écosystème, ou soit une boîte qui n'existe pas encore et que tu aimerais faire sortir de ta tête. Historiquement, les entrepreneurs de la santé et les acteurs se focalisent sur deux domaines essentiels. Essentiellement, on va dire, c'est la cardio et l'onco, ou le cardiovasculaire et l'onco. Euh, on a, je pense, un petit peu oublié le domaine de la santé mentale. Et la pandémie et le confinement, et je pense aujourd'hui notre président de la République l'a clairement dit, la santé mentale, ça doit être notre priorité à tous. Si on regarde les dernières innovations qui sont sorties dans ce domaine-là, c'est vraiment pauvre. Et quand on regarde le nombre de patients qui sont en dépression sévère, le nombre de suicides, le nombre de jeunes, de vieux, la santé mentale, ça touche tout le monde. Et encore une fois, je vais citer mon fils, les équipements dans les hôpitaux universitaires qui s'occupent de ces pathologies-là sont vraiment très peu équipés, ils ont des budgets ridicules. Et donc, je pense que si j'avais cette possibilité-là, j'encouragerais tous les entrepreneurs à regarder sérieusement ce qu'ils peuvent faire pour la santé mentale. C'est vrai que c'est un message qui est toujours fort à faire passer. J'ai eu la chance d'avoir sur le podcast Moodwork et Mocha Care qui du coup s'occupe de la santé mentale au travail. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet-là. Et une dernière question,
la question typique pour un entrepreneur. Si tu avais un conseil concret à donner pour ceux qui nous écoutent et qui veulent entreprendre dans la medtech, précisément dans la medtech, ou qui entreprennent déjà dans la medtech, quel conseil tu donnerais? Je pense que d'abord, il faut qu'ils gardent confiance en eux. S'ils sont là, c'est pas par hasard. Il faut qu'à la fois ils écoutent leur intuition et en même temps qu'ils soient ouverts aux critiques et aux suggestions. Et c'est cette capacité d'être ancré et être ouvert qui va faire la différence, puisque à la fin, c'est quand même le CEO, l'âme de l'entreprise. Donc surtout, voilà, qu'ils gardent confiance, qu'ils avancent, qu'ils s'entourent des bonnes personnes. Il y aura des moments de doute, et la différence, ça va être de capable de surmonter ces doutes-là. Des petites erreurs à éviter d'aller trop tôt sur la cotation. Je pense que pour Terrakion, ça a été et ça l'est toujours très difficile, puisque l'écosystème n'est pas prêt de comprendre la complexité des sociétés qui sont développées et qui veulent ou qui devraient tout de suite générer du chiffre d'affaires, alors que par rapport à ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est plus ou moins vrai ou c'est plus ou moins impossible. Et quand vous développez une nouvelle indication, ce qui est souvent le cas pour nous les entrepreneurs dans la medtech, où une indication très adjacente par rapport à quelque chose qui existe, ça prend du temps. Et donc il faut s'armer de patience, de partenaires qui ont de la patience et qui sont capables de vous prodiguer les bons conseils pour développer ce que vous savez peut-être pas faire si vous venez plutôt du domaine technique ou médical, c'est-à-dire l'architecture financière du développement. Ok, ça c'est du vrai conseil qu'on aime beaucoup sur le podcast. Et allez, je rajoute une petite question parce qu'il me reste 1 minute pour qu'on fasse le temps parfait. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose dans cet échange? Eh ben, non, je pense on a développé pas mal de choses. Il n'y a pas eu de questions auxquelles j'ai pas répondu directement. Donc, merci de ton intérêt pour ce domaine-là. Je pense qu'on a collectivement tous un effort à faire de communication et de co-construction. Et ça passera à la fois par les entrepreneurs et les entrepreneuses, par les acteurs qui vont financer ces entreprises, qu'ils soient publics ou privés. Il n'y a pas d'argent public, il n'y a pas d'argent privé. Sont les moyens financiers de la société et du monde entier qu'on est en train de préparer pour demain être à même à répondre aux crises et aux évolutions de l'humanité telle qu'elle sera dans 20 ou 30 ans. Et on n'en sait pas grand-chose exactement de ce que ça va être. Mais la certitude absolue, c'est que les innovations que tous les entrepreneurs et les entrepreneuses développent aujourd'hui peuvent avoir un impact significatif. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour ce super épisode. Et donc on va suivre justement les avancées que tu nous as glissées en filigrane pour 2022. Et on va voir tout ce que Terraclion va être capable de faire. Merci beaucoup, Meredith. Bonne journée.